Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire Citron co-organisé avec l'ADEME. Je reçois des messages comme quoi vous ne nous entendez pas encore. On va patienter 3 minutes, le temps que tout le monde se connecte. Vous êtes nombreux à arriver, donc on va commencer d'ici quelques minutes. Bonjour à tous. J'hésite toujours à démarrer parce que je vois que vous êtes encore nombreux à nous rejoindre. Mais là, on va dire que vous êtes déjà nombreux à être arrivés. Donc, on va débuter. On va essayer de respecter tout de même l'horaire. Bon, je suis très content d'animer aujourd'hui ce webinaire avec l'ADEME. Je vais y revenir. Vous êtes nombreux, clients et futurs clients, à nous interroger sur les modalités de mise en œuvre du décret tertiaire en général et plus précisément sur la déclaration opérate. Évidemment, nos chefs de projet et nos ingénieurs vous informent et vous tiennent informés des évolutions sur la thématique. Mais néanmoins, il ne demeure pas moins vrai que c'est l'ADEME qui reste l'institution la mieux placée pour témoigner et pour vous parler de cette déclaration. C'est vrai qu'on aime bien, nous, chez Citron, faire intervenir les partenaires et les institutions sur des thématiques précises comme celle-ci. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Emerson Cabane, qui est le chef de projet Opérate, qui va co-animer ce webinaire et surtout animer d'ailleurs, puisque c'est surtout lui qui va présenter le sujet. Oui, sur le slide d'après, d'ailleurs, vous voyez là, juste avant qu'on commence, sachez que vous pouvez poser les questions dans la rubrique Q&R, donc où vous avez questions-réponses. On répondra à la fin, hein, comme d'habitude, même format, hein, une demi-heure où globalement, Emerson va nous présenter les différents sujets. Et la dernière demi-heure, vous pourrez poser vos questions pour qu'il puisse vous répondre. Donc voilà, je suis avec Emerson Cabane, chef de projet Opérate. Et tout d'abord, Emerson, bravo. Le record d'inscription à un webinaire Citron vient d'être battu aujourd'hui. On approche les 800 personnes devant le ministère. Donc il y a eu plus de personnes que lors du webinaire avec Marc Leroux. Comme quoi votre intervention est vraiment attendue par notre audience. Bon, très content d'avoir battu ce record. Bonjour à tous. Ok, bah, je vous laisse Ok, présenter votre sujet. C'est vrai que je ne représente pas Citron dans le détail, hein. Je ok. pense que vous nous connaissez tous et au besoin, évidemment, on est à votre disposition ensuite pour vous présenter Citron.
Donc, bonjour à tous, je m'appelle Emerson Cabane, je suis chef de projet Opéra au service bâtiment de l'ADEME. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les actualités de la plateforme Opéra, ce qu'elle permettra de faire, de ne pas faire, le calendrier, et bien sûr à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Tout d'abord, un petit rappel du contexte dans lequel l'ADEME intervient dans ce dispositif éco-énergie tertiaire ou décret tertiaire. L'ADEME a été désignée par arrêté pour mettre en œuvre l'outil réglementaire de suivi des obligations de ce décret, en l'occurrence la plateforme Opéra. Opéra pour Observatoire de la performance énergétique, de la rénovation et des actions du secteur tertiaire, avec trois principales visées pour cette plateforme Opéra. La première, et c'est peut-être la plus importante, c'est d'abord de répondre à l'exigence de collecte des données réglementaires dans le cadre de l'application du dispositif. Donc, c'est sur cette plateforme que les assujettis déclareront leurs données de leur patrimoine assujetti, leur consommation, leur programme de travaux, etc. Ensuite, deuxième grande visée de cette plateforme, c'est la vérification de l'atteinte des objectifs réglementaires, que ce soit pour les assujettis via la production d'une attestation annuelle qui va leur permettre de se situer par rapport à leurs objectifs, mais également pour les agents de l'État en charge des contrôles. C'est probablement via Opéra qui sera un bon outil pour eux pour les guider dans la réalisation de leurs contrôles. Et également, troisième visée, la diffusion et la valorisation des données collectées dans le respect des règles de confidentialité. C'est vrai que ce dispositif, c'est le point de départ vraiment d'un gisement de données vraiment conséquent sur le secteur tertiaire. Et la plateforme Opéra proposera, que ce soit au grand public, une certaine mise en forme des données collectées, voire même la mise à disposition de données en open data, et également pour les assujettis des fonctionnalités de benchmark pour comparer son parc à des moyennes, par exemple, dans une logique de challenge positif. Un petit rappel plus précis sur ce qu'est la plateforme Opéra. Tout d'abord, je viens de le dire, elle est accessible à différents types d'utilisateurs. Le grand public, il n'y a pas besoin de compte pour se connecter sur Opéra. On peut aller consulter des informations voilà, sur le site internet. Les assujettis, bien sûr, la plateforme leur sera accessible pour qu'ils puissent répondre à leurs obligations réglementaires. Les services de l'État pour réaliser les contrôles et enfin un accès privilégié pour nous, ADEME, en tant qu'administrateur de la plateforme, mais également pour les services de l'État qui conçoivent et élaborent ce texte, en l'occurrence la DHUP. C'est donc sur cette plateforme que les assujettis pourront effectuer la saisie de leurs éléments bâtimentaires. On parle, le terme précis, c'est entité fonctionnelle assujettie. Je vais y revenir plus tard sur la définition de ce terme. Sur cette plateforme, du coup, chaque année, une saisie de consommation annuelle devra être effectuée. La règle générique, c'est qu'au 30 septembre de chaque année, les assujettis déclarent leur consommation de l'année N-1. Donc, typiquement, le 30 septembre de l'année 2028, ce sont les consommations de l'année 2027 qui devront être déclarées sur la plateforme Opéra. Également, la possibilité sur Opéra, et ça c'est attendu au 30 septembre 2022, de déclarer les données de référence. Tout d'abord en déclarant les consommations de référence et les indicateurs d'intensité d'usage éventuellement, pour que la plateforme puisse moduler les objectifs selon le volume de l'activité. Et également, la plateforme sera le lieu de la vérification de l'atteinte des objectifs, tout d'abord en ajustant les données en fonction du climat, que ce soit les consommations annuelles ou les objectifs, la modulation, je l'ai dit, sur le volume de l'activité, et enfin la production d'une attestation annuelle qui permettra à chacun de se situer par rapport à l'atteinte de ses objectifs. Et donc, je vais y revenir juste après, donc je ne m'étends pas sur la première échéance du 30 septembre 2022. Un petit avant-propos aussi sur cette première année, vraiment 2021-2022 de pratique de la plateforme Opéra et d'entrée dans le dispositif. C'est vraiment vu l'année 2021-2022 comme des années d'apprentissage. Tout d'abord parce qu'elle concerne notamment les déclarations annuelles des années 2020 et 2021 qui ne sont pas représentatives du fonctionnement normal des bâtiments en raison de la crise sanitaire. Il y a probablement des catégories d'activités qui ont des consommations anormalement basses et d'autres anormalement hautes. Je pense au secteur de la santé, par exemple. C'est également 2022 l'année la plus chargée en termes de saisie. C'est vrai que cette année-là, du coup, les assujettis doivent se créer des comptes, déclarer leur patrimoine assujetti, leur consommation, leurs données de référence, définir éventuellement des indicateurs d'intensité d'usage. Et une bonne partie de ce travail qui est demandé pour cette première année d'entrée dans le dispositif ne sera pas reproduit sur les années suivantes en phase de routine. Pour nous, ADEME, c'est également une année très importante parce qu'on va avoir les premiers retours utilisateurs liés à l'utilisation de la plateforme et donc on fera améliorer bien sûr Opéra au fil des retours qui seront reçus. Mais en tout cas, la philosophie qu'on a eue toujours avec cette même idée d'année d'apprentissage, c'est qu'on a limité les droits d'accès et les contrôles de cohérence
pour vraiment mettre le moins de freins possible au remplissage et que les assujettis puissent effectuer leur première déclaration en ayant le moindre de freins possible. Peut-être qu'on fera évoluer ça dans les années à venir, mais en tout cas, pour cette première déclaration qui est attendue au 30 septembre 2022, voilà, la volonté, c'est qu'il y ait le moins de freins et de contrôle de cohérence possible. Un petit rappel d'actualité sur le calendrier du dispositif éco-énergie tertiaire. Il y a eu un webinaire organisé par les services du ministère le 17 juin dernier qui a officialisé le report d'un an de la première échéance de remontée de données sur la plateforme Opera, date qui était planifiée au 30 septembre 2021 et qui concernait la déclaration de consommation de l'année 2020. Cette première date, du coup, a été décalée d'un an et donc maintenant, il n'y a plus aucune déclaration attendue au 30 septembre 2021, mais il y a du coup une triple déclaration qui sera effectuée au 30 septembre 2022. Et donc, la triple déclaration effectuée, c'est la déclaration de consommation de l'année 2021, celle qui était normalement attendue déjà au 30 septembre 2022, la déclaration de consommation de l'année 2020, celle qui a été repoussée d'un an, et également la déclaration des données de référence qui était elle aussi déjà prévue pour le 30 septembre 2022. Donc voilà, pour être très concret, il n'y a plus aucune déclaration attendue au 30 septembre 2021. Du coup, nous, ADEME, on a profité de ce report pour adapter notre calendrier de livraison des fonctionnalités de la plateforme Opera. Tout d'abord, je souhaite commencer par rappeler qu'aujourd'hui, Opera est disponible au moment où je vous parle. C'est vrai que des fonctionnalités sont limitées, mais néanmoins, le site Internet est consultable. On y trouve un certain nombre d'informations, une foire aux questions, un certain nombre de documents pour passer à l'action, et également certaines fonctionnalités de création de comptes et de paramétrage des comptes pour la très grande majorité des cas. C'est vrai qu'il n'y a que le cas des syndicats de copropriété qui, aujourd'hui, ne peuvent pas encore se créer de compte, mais pour tout le reste, il est possible dès aujourd'hui de se créer un compte sur Opera. La prochaine grande date, du coup, interviendra au 31 décembre 2021, date à laquelle toutes les fonctionnalités qui permettront les déclarations de consommation annuelles seront livrées. Et donc, ça se subdivise en trois modules. C'est le module complet de création de compte, le module de déclaration du patrimoine assujetti et le module de déclaration des consommations annuelles. Et tout ça sera disponible au 31 décembre 2021, soit via l'interface Submachine, c'est vraiment sur le site internet Opera où écran après écran, on pourra venir effectuer une déclaration, un peu à la manière de ce qui se passe sur la plateforme des impôts. Aujourd'hui, on effectue une déclaration écran après écran, ça fonctionnera de la même manière, mais également un mode dit automatique et appelé import de fichiers, où il sera possible, notamment pour ceux qui souhaitent effectuer un grand nombre de déclarations d'un coup, de venir remplir un tableur et de venir charger ce tableur avec les bonnes informations pour remplir Opera, voilà, faire une dizaine, une vingtaine, une centaine de déclarations d'un coup. Voilà pour ce qui est prévu au 31 décembre 2021, avec aussi certains éléments de confort. Dans certaines configurations, la possibilité d'importer les données de consommation issues des gestionnaires de réseaux de distribution. Mais je souhaite de suite préciser que cet import, il ne sera que indicatif. Il ne dispense pas les assujettis qui souhaiteraient utiliser cette fonctionnalité de consolider les données et de produire leurs propres données de consommation. Parce que les données d'import, elles pourront être incohérentes dans un certain nombre de configurations et donc elles ne seront que indicatives sur Opera et elles ne privent pas les utilisateurs de faire leur travail de consolidation des données, de recherche des factures, etc. Voilà pour ce qui est attendu au 31 décembre 2021. Ensuite, on a la date du 1er avril 2022, date à laquelle il sera possible d'effectuer sa déclaration des données de référence. Donc, ça passe par la saisie des données, donc les données de consommation de référence, les indicateurs d'intensité d'usage pour ceux qui souhaitent moduler les objectifs selon le volume de l'activité, et également le module de calcul des objectifs. Et donc, Opera, sur la base de cette saisie des données de référence, vous indiquera quels sont vos objectifs en valeur relative et absolue sur votre entité fonctionnelle. Ensuite, on a la date du 1er juillet 2022 où Opera sera en mesure de générer les fameuses attestations annuelles, bien que les années 2020 et 2021 ne fassent pas l'objet d'une attestation annuelle, étant donné voilà, le caractère particulier de ces années en raison de la crise sanitaire. Et également, à cette date-là, on prévoit d'avoir les premières fonctionnalités de contrôle pour les agents de l'État en perspective de la date du 30 septembre 2022. Et au 1er janvier 2023, on envisage de mettre à disposition ce qu'on appelle une API, c'est-à-dire un interfaçage direct d'Opera avec des logiciels tiers de type management de l'énergie. Et donc, l'idée, c'est que ces logiciels, pour ceux qui disposent de solutions de ce type,
en cliquant sur un bouton, ce logiciel puisse venir directement remplir les bonnes données aux bons endroits sur la plateforme Opera, sans passer par l'intermédiaire import de fichiers. J'ajoute que c'est bien une date ultime qu'on propose au 1er janvier 2023 pour cette fonctionnalité. On ne se prive pas, si jamais on est prêt avant, de mettre à disposition cette fonctionnalité avant. Ce qu'on voulait à tout prix éviter, c'est de s'engager sur une date en amont du 30 septembre 2022, que des assujettis misent tout sur ce mode opératoire-là pour effectuer leur première déclaration, et que dans l'optique d'un problème de développement qui peut toujours arriver, on ne soit pas en mesure de livrer cette fonctionnalité avant le 30 septembre 2022, et que du coup, il y a un certain nombre d'assujettis qui n'étaient pas remplis Opera par cette cause-là. Donc, on ne se prive pas, là encore, si on est prêt avant le 1er janvier 2023, de mettre en place un interfaçage avant. Et enfin, on aura les premières fonctionnalités de restitution benchmark au 1er janvier 2023. En effet, on aura toutes les données accumulées pour la première triple déclaration du 30 septembre 2022. Et donc, on proposera les premières mises en forme, restitution, voire mise en open data de données à partir du 1er janvier 2023. Je reviens sur les deux modes opératoires qui seront possibles pour effectuer ces déclarations sur Opera. Le premier, c'est donc l'interface machine. Toutes les étapes, que ce soit la création de compte, la déclaration du patrimoine assujetti, la déclaration des consommations et la modification de ces données seront possibles sur l'interface Submachine et via le biais d'import de fichiers. Donc, nous, on mettra à disposition des modèles types de fichiers CSV. Alors, au plus tard, on les mettra à disposition en même temps que la livraison des fonctionnalités, c'est-à-dire au 31 décembre 2021. Là encore, on a beaucoup de demandes et on a conscience que l'attente est très grande sur ces fichiers CSV. Si on les juge suffisamment stables, on pourra les mettre à disposition en format provisoire, là encore, sur le site Opera. Vous pourrez venir les télécharger, donc peut-être dans le courant du dernier trimestre 2021. Mais au plus tard, ce qui est certain, c'est que les fichiers définitifs seront disponibles au 31 décembre 2021. Sur les fonctionnalités qui sont aujourd'hui disponibles, on a la fonctionnalité de création de compte, que ce soit si vous êtes membre d'une structure assujettie, et donc assujetti aux déclarations du dispositif éco-énergie tertiaire, vous pouvez vous créer un compte, ou bien si vous êtes prestataire mandaté, c'est-à-dire que vous n'êtes pas assujetti en tant que tel, mais que vous êtes mandaté par un assujetti, vous êtes un bureau d'études par exemple, ou un gestionnaire de patrimoine, ou un logiciel tiers par exemple, un éditeur de logiciels, vous êtes mandaté par un assujetti pour venir remplir des données pour lui, sur Opera. Il vous est possible dès aujourd'hui de vous créer un compte par le pied du prestataire mandaté. Vous avez pour cela, vous voyez à l'écran, un mandat que vous devez remplir et télécharger pour assurer que vous êtes bien mandaté. Et vous pouvez vous créer votre compte dès aujourd'hui. Avant de passer aux fonctionnalités suivantes, j'aimerais faire un rappel de ce qu'est vraiment la notion clé sur laquelle est bâti le dispositif. C'est la notion d'entité fonctionnelle. Pour essayer de vulgariser la définition vraiment officielle qui se trouve dans les textes, on peut dire que c'est l'échelon, l'ensemble des éléments occupés et détenus au sein d'un ensemble bâtimentaire cohérent par les mêmes structures juridiques. Donc, j'ai bien conscience que ce n'est pas évident à saisir. Tout de suite, 3 exemples pour essayer de désamorcer les différents cas qui peuvent se présenter. Si on a par exemple un locataire qui loue 3 étages au sein d'un bâtiment de bureau, par exemple, pour lui, l'entité fonctionnelle sera ces 3 étages de manière consolidée. Donc, il y a bien une seule entité fonctionnelle et donc il ne fera une seule remontée de données de consommation pour l'ensemble de ces 3 étages. Ça, c'est le cas de la partie de bâtiment. On a le cas du site. Par exemple, un établissement scolaire composé de 3 bâtiments, un bâtiment administratif, de bureaux, un bâtiment d'enseignement et un bâtiment de restauration. Dans ce cas-là, l'entité fonctionnelle est le site, c'est-à-dire l'ensemble de ces 3 bâtiments. Et là encore, il n'y aura une seule remontée de données de consommation à effectuer à l'échelle du site. Ça, c'est le cas du coup site. Et le dernier cas, c'est le cas bâtiment entier. Si on a par exemple un bâtiment qui est occupé par un unique propriétaire occupant ou alors qu'il y a un seul propriétaire et un seul occupant, dans ce cas-là, il y a une seule entité fonctionnelle et l'entité fonctionnelle est le bâtiment. Donc, on voit vraiment les différents cas qui peuvent se présenter. Sur du coup la déclaration de patrimoine assujetti qu'on appelle d'entité fonctionnelle assujettie, ce qui est certain, c'est que les propriétaires et preneurs à bail peuvent déclarer leur situation sur Opera. La philosophie du texte, c'est qu'il y a un dialogue entre ces différentes parties prenantes, ces différents assujettis, parce que propriétaires et preneurs à bail sont assujettis sur une entité fonctionnelle. Et donc, les deux peuvent dialoguer et se mettre d'accord sur qui effectue le travail. Il se peut très bien que ce dialogue aboutisse à ce que ce soit le propriétaire qui déclare l'entité fonctionnelle en question,
ou que le dialogue aboutit sur, dans ce cas-là, c'est le preneur à bail. En tout cas, Opera est ouvert et permet aux deux parties de faire la déclaration d'entité fonctionnelle, qui est une étape nécessaire pour pouvoir effectuer des déclarations et rattacher des déclarations de consommation à cette entité fonctionnelle. C'est donc une fonctionnalité qui est prévue pour décembre 2021. Et si vous voulez avoir une idée des informations qui seront demandées en attendant la mise à disposition des fonctionnalités, je vous invite à consulter les tables annexes de l'arrêté. Je vous ai remis un tableau. Vraiment, nous, on base Opera sur les textes réglementaires. Et donc, en fouinant dans les tables annexes de l'arrêté, vous avez de bonnes chances de trouver un bon nombre d'informations qui seront demandées dans les étapes de déclaration d'entité fonctionnelle. Là encore, dès la mise à disposition des fonctionnalités en décembre 2021, on pourra effectuer ces déclarations d'entité fonctionnelle par l'interface machine ou par l'import de fichiers CSV, le fichier Excel, par exemple. Je vous ai mis du coup deux visuels très bruts issus des maquettes de développement de la plateforme. Rassurez-vous, il n'y a pas le design, il y a aussi beaucoup d'éléments de fond qui ont changé entre le moment où j'ai extrait ces maquettes là, des développements et leur état final tel qu'on le retrouvera en décembre 2021. Néanmoins, la philosophie est là. Là, on a par exemple le cas d'un bâtiment qui est déclaré sur la gauche et l'interface homme-machine ressemblera à ça. Donc, on vous demandera tout un tas d'informations. Au plus possible, on a fonctionné par menu déroulant. On a repris les tables annexes de l'arrêté et on fonctionne par menu déroulant pour essayer que la saisie soit la plus confortable possible. Voire même, en dialoguant avec certaines API, on remplit automatiquement un certain nombre d'informations. Je pense notamment au remplissage du SIRET. Quand vous déclarez votre SIRET sur Opera, nous, on vient automatiquement remplir la raison sociale, l'adresse, par exemple. Et donc, voilà, on a essayé de rendre l'interface la plus ergonomique, la plus agréable possible. On voit qu'il y a des bulles d'informations sur les termes un petit peu techniques. Il y en a bien d'autres dans la réalité, mais néanmoins, vous pouvez voir la philosophie de cet écran. Et à droite, on a un aperçu de ce à quoi pourra ressembler l'écran d'import de fichiers, en l'occurrence sur l'étape d'entité fonctionnelle, de patrimoine assujetti. Vous avez un premier espace qui vous permet de venir chercher un fichier sur votre ordinateur. Ensuite, vous confirmez l'import et vous avez un tableau qui vous récapitule le statut des imports de fichiers. Est-ce qu'ils ont été effectués? Est-ce qu'ils sont en cours? Est-ce qu'ils sont restants à faire? Voilà. Et vous avez en plus Opera qui vous met à disposition un fichier de rejet. Dans le cas où certaines données n'auraient pas été acceptées par la plateforme, vous avez l'information sur le fichier de rejet du pourquoi cette cellule-là n'a pas pu être intégrée sur Opera. Je pense par exemple dans une cellule, si on attend des données de surface et que l'utilisateur a renseigné des lettres dans son fichier CSV, Opera naturellement n'acceptera pas la saisie car on attend des données de chiffres. Et donc, vous aurez l'information dans le fichier de rejet du pourquoi cette cellule-là n'a pas été acceptée. Vous pourrez alors modifier votre fichier et le réimporter sur Opera pour corriger vos déclarations. Voilà pour l'étape de déclaration de patrimoine assujetti. Maintenant, sur les déclarations de consommation, là encore, Opera est très souple et se calque vraiment sur la philosophie des textes. La philosophie du texte, c'est vraiment le dialogue entre propriétaires, preneurs à bail, syndicats de copropriété s'il y en a un, entre toutes les parties prenantes. Et l'idée, c'est que Opera permet à chacun d'effectuer sa déclaration de consommation. Donc, le dialogue, les gens peuvent se mettre d'accord et se transmettre les informations au locataire, par exemple. Et dans ce cas, le locataire peut effectuer la totalité de la déclaration de consommation. Inversement, il se peut que le dialogue aboutisse à ce que ce soit le propriétaire qui effectue l'intégralité de la déclaration de consommation. Ou alors, pour la déclaration de consommation, les gens peuvent, ce n'est pas la philosophie, mais ça peut toujours arriver, ne pas se parler ou alors ne pas vouloir harmoniser la saisie. Et dans ce cas, Opera permet à ce que chacun fasse son bout de déclaration de consommation un peu dans son coin, même si ce n'est pas la philosophie, mais ça peut toujours arriver. Et donc, Opera permettra cette souplesse-là. Là encore, si vous voulez avoir une bonne idée de comment seront demandées les données sur Opera, la meilleure manière qui soit aujourd'hui, c'est de mettre le nez dans les tables annexes de l'arrêté et de voir quels sont le niveau de détail des informations de consommation qui sont demandées. Et là encore, dès le 31 décembre 2021, l'interface homme-machine permettra de déclarer des consommations, tout comme l'import de fichiers CSV. Sur, là encore, voilà, des visuels bruts issus des maquettes de développement pour la philosophie de l'étape de déclaration de consommation. Tout d'abord, on peut voir qu'on a ce qu'on appelle un fil d'Ariane au-dessus. On a décidé de segmenter la déclaration de consommation en plusieurs sous-étapes.
Pourquoi? Pour vous permettre d'enregistrer votre travail à chacune des étapes, de quitter Opera et de revenir plus tard si vous souhaitez faire votre déclaration en 2, 3 ou 4 temps, voire plus. Et donc, on a les étapes importantes de cette déclaration de consommation qui sont segmentées ici. On a la première étape là à gauche où on sélectionne l'entité fonctionnelle sur laquelle on souhaite effectuer une déclaration. Il se peut qu'il y en ait plusieurs. Voilà, une structure qui a plusieurs établissements assujettis. Voilà, on sélectionne d'abord l'entité fonctionnelle sur laquelle on souhaite effectuer une déclaration. Et ensuite, on a l'écran un peu clé de cette étape qui est l'écran de déclaration de consommation sur la droite, où on retrouve les énergies à déclarer par type d'énergie, comme le demande le texte, pour pouvoir faire des calculs de conversion automatique et des calculs d'émissions de gaz à effet de serre. Et également 3 colonnes pour déclarer ces consommations. Et là, je vous invite vraiment à consulter la FAQ et la question DC3 de la foire aux questions qui se trouve sur le site Opera, qui détaille très très bien quels sont les différents types de consommation auxquels on peut faire face sur une entité fonctionnelle. Je vous les rappelle ici, il y en a 3. Il y a tout d'abord les consommations individuelles de l'entité fonctionnelle. Si je prends par exemple l'exemple d'un lot de bureau assujetti, c'est les consommations vraiment du compteur de ce lot de bureau très précisément, donc les consommations qui se passent à l'intérieur de ce lot de bureau, donc l'éclairage, l'alimentation des machines, des ordinateurs, etc. Ensuite, on a la deuxième colonne qui concerne les consommations réparties. Ce sont des consommations d'équipements qui desservent potentiellement plusieurs entités fonctionnelles, donc typiquement une chaufferie gaz par exemple, ou une chaufferie ou une pompe à chaleur qui desservirait plusieurs entités fonctionnelles. Dans ce cas-là, les consommations de ces équipements sont réparties et, entre plusieurs entités fonctionnelles. Et donc, c'est dans cette colonne que les consommations de ces équipements pour cette entité fonctionnelle peuvent être renseignées. Et enfin, on a la troisième colonne qui concerne la consommation des espaces communs. Voilà, c'est tout ce qui est, par exemple, hall d'accueil, espace de circulation, qui ne sont pas à l'intérieur de l'entité fonctionnelle, mais c'est des espaces qui bénéficient indirectement à l'entité fonctionnelle en question. Et donc, les consommations d'énergie proratisées de ces espaces sur cette entité fonctionnelle peuvent être déclarées dans cette troisième colonne-là. Mais voilà, là encore, je vous ai fait un résumé. Il y a ce détail-là est abordé vraiment de manière très précise dans la réponse DC3 de la foire aux questions sur Opera. Voilà un petit peu pour la philosophie de l'étape de consommation. Ensuite, on peut voir dans le fil d'Ariane, on aura les étapes de déclaration des catégories, sous-catégories d'activité, des surfaces associées, l'écran qui va permettre de définir les indicateurs d'intensité d'usage et les paramètres d'ajustement climatique, de sélectionner sa station météo, de renseigner ses consommations propres au chauffage ou au refroidissement si on les connaît. Et enfin, des écrans de synthèse pour vous permettre de voir l'intégralité de la saisie qui aura été effectuée, voire même à terme d'exporter cette déclaration au format PDF, par exemple. Ensuite, du coup, sur la base de toutes les données déclarées, Opera fera un certain nombre de calculs de manière transparente et vraiment indolore pour l'utilisateur. Je pense notamment au calcul d'ajustement des consommations en fonction des paramètres climatiques. Donc, les consommations de chauffage, refroidissement seront ajustées. On a également la saisie des indicateurs d'intensité d'usage qui permet de moduler les objectifs selon le volume de l'activité. Tout ça entre dans le calcul des objectifs et également la possibilité à terme de déposer un dossier technique de modulation des objectifs dans le cas si vous êtes dans une situation un peu particulière où il y a certaines actions que vous ne pouvez pas mettre en œuvre pour tel qu'il est prévu dans les textes, des paramètres architecturaux, patrimoniaux, des contraintes de disproportion technique de mise en œuvre de certaines actions. Vous aurez la possibilité de déposer sur Opera un dossier technique et de fixer, d'ajuster les objectifs en fonction des contraintes que vous avez sur votre entité fonctionnelle. Et sur la base de toutes ces déclarations, Opera vous affectera vos objectifs en valeur relative et en valeur absolue. Et toutes ces déclarations aboutiront sur la production d'une attestation annuelle qui, entité fonctionnelle par entité fonctionnelle, permettront de situer l'état d'avancement un petit peu de la trajectoire énergétique sur cette entité fonctionnelle. Est-ce que les parties prenantes sont dans les clous par rapport à l'atteinte des objectifs, un peu en retard, un peu en avance? C'est l'objet de cette attestation qui sera générée annuellement. Et enfin, j'en viens, avant de passer aux questions, aux ressources qui sont disponibles dès aujourd'hui sur Opera. Vous avez un site internet que vous pouvez consulter
C'est vrai que les fonctionnalités principales ne sont pas encore disponibles. On parle du 31 décembre 2021. Néanmoins, j'ai envie de dire, le gros du travail, il peut être déjà entamé aujourd'hui. C'est mettre le nez, c'est constituer ces données, les données qui seront demandées. Et donc, il y a un certain nombre de documents qui permettent d'anticiper ce passage à l'action qui sont disponibles sur Opera. Il y a un passé à l'action en 10 étapes. Il y a une présentation du dispositif éco-énergie tertiaire qui vulgarise un certain nombre d'informations techniques. Il y a une foire aux questions qui est très précis, je vais y revenir juste après. Et il y a un guide d'accompagnement qui sera mis en ligne courant 2021, qui est élaboré par les services du ministère. Et nous aussi, on proposera, et ce sera là encore disponible sur Opera, un guide de prise en main de la plateforme Opera. Et je fais juste un petit focus avant de terminer sur la foire aux questions. C'est vraiment une mine d'or d'informations. Déjà, ce sont des informations officielles. Elle est alimentée par les services du ministère. Donc vraiment, si vous voulez des informations fiables sur le dispositif éco-énergie tertiaire, sur la plateforme Opera, c'est le lieu à consulter en priorité, c'est cette foire aux questions. Elle est extrêmement précise. Elle aborde aussi bien des questions, des généralités, qu'elle aborde dans le détail un certain nombre de cas particuliers. Et donc, je vous invite vraiment à consulter cette foire aux questions. Si vous vous posez des questions, il y a de fortes chances que ces questions soit aient déjà été posées, soit qu'il y ait déjà des éléments de réponse sérieux et officiels dans la foire aux questions qui se trouve sur Opera. Voilà pour ma présentation. J'espère que j'ai été exhaustif et en tout cas à votre disposition pour répondre maintenant à vos questions. Merci beaucoup, Emerson. Il y a eu beaucoup d'informations qui ont été données, beaucoup de données. On va balayer ensemble les questions-réponses. Alors, voilà, on s'est mis un peu d'accord avec Emerson. L'ADEME n'est pas censé trop répondre aux questions d'interprétation liées au texte du décret tertiaire. Donc ça, je vais prendre la liberté, moi, de parler au nom de Citron sur ces questions-là. Par contre, les questions qui seront évidemment plus relatives à Opérat, je laisserai évidemment Emerson répondre, même si on ne va pas revenir sur toute la thématique du décret tertiaire. Pour ça, je vous invite vraiment à redécouvrir les replays de nos différents webinars qu'on a fait sur les thématiques. Je vois beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'une entité fonctionnelle, qu'est-ce qui est assujetti, qui n'est pas, la part industrielle et tertiaire d'un site industriel. Toutes ces questions, déjà, sont dans la fac. Je rejoins Emerson, que vous trouverez sur le site de l'Opéra. Mais vous les trouverez aussi dans les différents webinars qu'on a pu faire dans le passé. Donc, je vais en balayer quelques-unes. On va essayer d'y répondre. Donc, c'est en live pour Emerson. Et en fonction, on va voir. Donc, juste, la question est beaucoup revenue pour l'industrie. Donc, rapidement, il est normal qu'en industrie, vous n'ayez pas toujours du sous-comptage. Le texte précise qu'il y a plusieurs modalités pour identifier la part tertiaire d'un site industriel, soit par le sous-comptage. Évidemment, c'est plus vertueux pour ensuite automatiser les déclarations et avoir une vision réelle des consommations. Mais effectivement, comme vous êtes nombreux à le dire, c'est parfois un faible pourcentage de la consommation totale. Donc, ça peut être un peu onéreux que d'instrumenter la part tertiaire. On peut le faire par déduction d'abord, si on a instrumenté la part process. On peut aussi le faire via un audit instrumenté pour répartir les par usage et avoir une clé de répartition qu'on utilisera à la fois pour déterminer les années de référence et pour les déclarations à venir. Et on peut aller jusqu'à la note de calcul. Mais attention, avec cette dernière version, il faut quand même avoir des hypothèses tangibles. Ça a été précisé par le ministère. Donc, sur qui doit déclarer, je crois qu'Emerson, ça a été répondu sur la plateforme. C'est assez ouvert. Oui, oui, c'est ça. Alors, bon, je ne vais peut-être pas revenir sur l'écran, il y a deux écrans. Sur qui doit déclarer, ce qui est certain, c'est que l'ensemble, sur une entité fonctionnelle, on a les parties prenantes sont l'occupant, le preneur à bail vraiment, le propriétaire et le syndicat, le ou les syndicats de propriété s'il y en a. Ça, c'est vraiment les assujettis, ceux qui doivent d'une part, ceux qui ont des obligations de déclaration dans un premier temps et à terme d'atteindre des objectifs, c'est vraiment eux qui doivent déclarer. Après, il est tout à fait possible que du coup ces parties prenantes dialoguent entre elles et se mettent d'accord sur le qui fait quoi. En tout cas, nous on a bâti Opera pour qu'il n'y ait pas de frein et pour que si jamais il y a un propriétaire qui ne veuille jamais aller sur Opera, ça ne freine pas le preneur à bail de faire ses déclarations. Donc tout le monde pourra tout faire sur Opera. Moi, je suis intervenu plusieurs fois avec Philippe Pelletier, qui est à l'origine du texte, de la réflexion. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il a privilégié l'intelligence collective. Alors, c'est sûr, philosophiquement, c'est intéressant. Après, dans les faits, ça demande un peu de contrôle, un peu de méthode. Parce qu'effectivement, vous êtes nombreux à dire si mon propriétaire ne déclare pas et que je suis locataire, moi, voilà, comme vient de le dire Emerson, vous pouvez toujours déclarer. Et ça demande du coup un process pour s'assurer est-ce que mon propriétaire a bien déclaré, est-ce que j'ai un certificat associé ou est-ce que ça n'a pas été fait, auquel cas je me dois de regarder. Je rappelle quand même que la sanction, elle est pour les deux parties, propriétaire comme locataire, vous êtes à la même enseigne. Donc en cas de défaillance dans la déclaration ou dans l'atteinte de l'ambition, si je pourrais être un peu plus loin, les sanctions s'imposent pour les deux, même si les connotations impactent plus le propriétaire évidemment, mais il reste
le mur de la honte et il reste la sanction éventuellement financière. Peut-être juste un élément de complément, c'est aussi pour ça qu'on a 3 colonnes dans les tables de déclaration de consommation, par exemple, parce qu'on comprend bien que ces 3 colonnes, donc, il n'y a pas les mêmes niveaux de responsabilité. Par exemple, consommation individuelle de l'entité fonctionnelle, on est plutôt là sur l'occupant, le preneur à bail, alors que les consommations réparties des espaces communs, que ce soit sur la déclaration ou sur l'atteinte des objectifs, on est plutôt sur une responsabilité qui est a priori orientée plus vers le propriétaire. Et donc, on pourra aussi un peu plus flécher les contrôles selon, voilà, si on constate qu'année après année, il y a une colonne qui est absente et que les 2 autres sont bien remplies. On pourra aussi, Opera a été conçu pour essayer de flécher un petit peu les contrôles vers la personne qui n'aurait pas effectué son travail. Voilà. Voilà. Bon, il y a des questions sur la santé, donc on attend un arrêté sur la santé pour les valeurs absolues, c'est à venir. Aujourd'hui, on n'a pas tous les arrêtés. Il y a des questions aussi sur les entrepôts, donc là par contre, ça c'était dans l'arrêté du 17 janvier, donc toutes les valeurs absolues des entrepôts sont connues. On a fait un webinaire sur la valeur absolue dans ce domaine-là, je vous laisse regarder dans l'espace ressources. Les obligations donc on a, entre propriétaires et locataires, on l'a dit, donc ça demandera une discussion, je ne vais pas rentrer là-dedans, on en a déjà parlé ici, mais effectivement, ça veut dire que vos annexes environnementales ne sont pas forcément adaptées aujourd'hui à cette nouvelle contrainte du décret tertiaire. Ça va donc demander de les faire évoluer ou d'avoir des protocoles d'accord pour répartir justement comment on va déclarer d'une part, et dans un second temps, parce que ça n'est, pardon Emerson, mais que la première petite étape, la déclaration. Après, il faut quand même baisser les consommations et dans des proportions non négligeables. Donc, comment on va répartir ces investissements? Donc, il y a vraiment un sujet de fond entre propriétaires et locataires. Le tableur type sera-t-il disponible via l'ADEME pour, j'imagine, on parle s'il n'y a pas l'API pour pouvoir importer de manière semi-automatique? Oui, alors je reviens ici. Voilà, on parle de l'import de fichiers CSV. Nous, comme je l'ai dit, au plus tard, les modèles, enfin les CSV types, on les mettra à disposition à la livraison des fonctionnalités. Donc là, au plus tard, ils seront disponibles définitivement, en format définitif, au 31 décembre 2021. On a énormément de demandes pour même des formats provisoires pour les mettre à disposition avant. On a bien pris en compte cette demande et à partir du moment où on estime que ces fichiers sont suffisamment stables, je vous avoue qu'il y a eu beaucoup de changements là, dans ces derniers mois et donc il aurait été contre-productif pour nous de les mettre en format provisoire, que des assujettis enclenchent le travail sur des tableurs qui auraient beaucoup évolué. On voulait à tout prix éviter ça. Et donc, dès qu'on les juge suffisamment stables, on les mettra en format provisoire. Et là encore, le bon canal pour les récupérer, ce sera le site Opera, ce sera le même pour tout le monde. Donc, dans le courant peut-être du dernier trimestre 2021, vous pourrez retrouver sur Opera ces fichiers CSV au format provisoire. Il y a des questions sur justement comment Citron va s'adapter à cette API qui sera ou pas disponible pour la première déclaration. Donc évidemment, c'est ce qu'on vient de dire, une fois qu'on aura nous aussi l'Excel, on normera nos extractions pour qu'elles répondent au format demandé par l'ADEME pour pouvoir importer ensuite de manière massive. Donc ce ne sera pas aussi automatisé qu'un API évidemment si l'API n'est pas prête à date, mais c'est quand même, ça restera semi-automatisé et il y aura toute la partie avant malgré tout de conseils qu'on a prévus sur la thématique. Donc c'est pas, l'ADEME n'est pas en train de complètement supprimer cette partie-là. C'est juste que il y aura une version semi-automatique pendant un temps, si je peux m'exprimer ainsi. Exactement. On me demande le niveau de confiance dans ce nouveau calendrier prévisionnel. Non, le niveau de confiance, on s'y tient. Il n'y a pas de report qui est prévu. Donc, je vous avoue que on doit toujours prioriser certains sujets. C'est sûr, on retrouvera pas, par exemple, au 31 décembre, l'intégralité du module de consommation et toutes les fonctionnalités qu'on retrouvera dans les années suivantes, parce que nécessairement, on a quand même une date qui est assez contrainte, donc on doit faire des choix. Et donc, on priorise un certain nombre de sujets, mais pour les fonctionnalités vraiment core de ces fonctionnalités, elles seront livrées aux dates prévues sans aucun problème. Il y a un point là qu'on voit aussi, moi, qui m'intéresse fortement, là, c'est plus que Guillaume qui parle, mais il y a ce fameux benchmark qu'on attend beaucoup de l'ADEME, donc ça qu'on aura en 2023. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, aujourd'hui, nous, on benchmark avec notre propre base de données. Mais évidemment, l'ADEME va avoir une base de données très exhaustive, puisqu'il y aura tous les acteurs de plus de 1000 m². Donc ça permettra de comparer non pas seulement à son patrimoine ou au référentiel client de la plateforme Citron, ça permettra d'avoir un référentiel par rapport à un secteur d'activité dans son ensemble, du moins si ça fait plus de 1000 m². Donc ça aussi, c'est prévu pour 2023. Donc. Oui, nécessairement il faut avoir des premières données.
pour proposer des restitutions et du benchmark sur ces données. Donc nécessairement, c'est une date après le 30 septembre 2022. Il faudra voir qu'est-ce qu'on aura. Il y aura probablement, voilà, on devra voir qu'est-ce qu'on est en mesure de faire, de ne pas faire, de mettre en open data, quelle restitution on propose. On a des groupes de travail qui vont être enclenchés là, à la fin d'année, voire début d'année prochaine, avec aussi les services du ministère pour voir voilà, quelles fonctionnalités, quelle restitution on construit, quelles fonctionnalités de benchmark, quel niveau de benchmark, est-ce qu'on a des fonctionnalités géographiques, par exemple, pour essayer, voilà, ou voilà, par catégorie d'activité, en croisant certaines données. Il y a aussi tout un tas de tables annexes de l'arrêté. Voilà, par mode constructif, on pourra avoir des données. Voilà, il y a un énorme travail à faire. Le texte demande beaucoup de données et donc on pourra faire tout un tas d'analyses et donc on doit encore un peu travailler, je vous avoue, hein, dans le courant de l'année 2022 pour voir qu'est-ce qu'on proposera au 1er janvier 2023. Ok, donc là, ça répond. Ensuite, on nous demande, est-ce qu'il faut forcément déclarer une année de référence quand on choisit la valeur absolue? La réponse est oui, c'est juste qu'on va passer moins de temps à chercher l'année de référence en question une fois qu'on est convaincu que la valeur absolue est la bonne donnée. On prendra les consommations du fournisseur les plus récentes. Là où on aura un travail plus méthodologique quand on choisit l'année de référence, où il faudra revenir en arrière sur les 10 dernières années pour choisir la meilleure année sur 12 mois glissants. Mais oui, vous avez quand même cette obligation de calcul. Maintenant, voilà, quand on sait que c'est la valeur absolue, on ne va pas très loin dans la recherche de l'année de référence, évidemment, puisqu'on a choisi l'autre méthodologie. C'est ça, juste un petit peu de sémantique. Il y a Monsieur Leroux qui met bien l'accent dans chacune des présentations sur ce point-là. Il n'y a pas de choix des objectifs. Premier à atteindre, ouais. Voilà, chacun des assujettis a 2 objectifs sur son entité fonctionnelle et on s'oriente vers l'un ou l'autre pour le respect de l'un des 2 suffit. Mais on a bien 2 objectifs qui sont assignés. On ne choisit pas l'un ou l'autre. Non, c'est le premier, le plus atteignable quelque part. Ce qu'il faut avoir en tête, par contre, c'est que l'éco-notation se fait sur la base de la valeur absolue. Donc, on peut être conforme à la réglementation, mais avoir une éco-notation médiocre parce qu'on est éloigné de la valeur absolue visée. Oui, là encore sur vraiment l'attestation annuelle et l'éco-énergie tertiaire, on a des échanges assez précis sur ce sujet. On doit encore en avoir pour bien calibrer les attestations annuelles, comment les établir. Donc, ça reste un peu à préciser. Voilà. On nous demande de confirmer que les dossiers de modulation sont réalisés au plus tard en 2026. Alors, à date, c'est ce que dit effectivement le texte. Est-ce qu'on peut le faire dès 2022? Rien dans le texte, c'est une date limite, je crois. Alors, oui, juste, là, je vous avoue qu'on est déjà, nous, on s'assure que les déclarations qui sont vraiment obligatoires au 30 septembre 2022, qu'elles soient bien faites, que toutes les fonctionnalités, on n'ait pas de trous dans la raquette, que l'interface machine fonctionne bien, les CSV fonctionnent bien. C'est vraiment ça notre priorité, la numéro 1. Quand on s'assurera que vraiment ce travail-là est bien fait et qu'il n'y a aucun acteur qui a des freins sur Opera, là, bien sûr, on permettra de déposer des dossiers de modulation qui sont attendus, là, vous l'avez dit, pour les modulations sur des paramètres de disproportion économique et sont attendus au plus tard en 2026 aujourd'hui. Mais pour les autres demandes de modulation, notamment pour des critères architecturaux patrimoniaux, là, il n'y a pas de date limite. Naturellement, il faut qu'ils soient déposés avant l'échéance de 2030, mais il n'y a pas de date limite. La date limite ne concerne que les modulations pour disproportion économique. Voilà. Ok. Il y a une question sur comment justifie-t-on les consommations. Donc, ce sont les factures, ce sont les données des distributeurs ou des données qui ont été publiées. Donc ça, c'est aussi un point important. Une relève manuelle, etc., ce n'est pas une preuve en soi. Hein. Il faut un document officiel qui soit une facture d'un fournisseur, une donnée d'un distributeur ou quelque chose qui a été publié dans un rapport extra-financier, par exemple. Juste un petit élément de précision. C'est pas demandé. Alors, dans les textes qu'Opera puisse accueillir ces éléments de justification, vous devez juste les avoir. Donc, vous ne pourrez pas dans un premier temps les déposer sur Opera, mais vous devrez les avoir en backup, j'ai envie de dire, si jamais il y a un contrôle et qu'on vous demande des justificatifs sur les données que vous avez déclarées. Donc voilà, elles ne seront pas à déclarer sur Opera, enfin à déposer ces justifications sur Opera. Vous devrez les avoir en backup de votre côté. Voilà. On a une question. Qui aide les industriels sur la thématique? Est-ce l'ADREAL ou l'ADEME? Alors, je ne sais pas ce qui est entendu par aide, que ce soit aide à la saisie, aide à l'atteinte des objectifs. Nous, sur les aides à la saisie, nous, déjà, j'ai envie de dire,
on bâtit Opera pour que ce soit le plus pédagogique possible, c'est-à-dire que dès qu'on voit qu'il y a un terme technique, on met une bulle d'information, on met des renvois vers la FAQ aux bons endroits. On va produire un guide de prise en main de la plateforme qui sera assez exhaustif, qui reviendra écran après écran sur qu'est-ce que je dois faire à cet écran, qu'est-ce que je dois déclarer. Donc, on aidera, j'ai envie de dire, à la saisie sur Opera par ces éléments de pédagogie et ce guide de prise en main de la plateforme. Et après, là, je vous avoue que je ne peux pas trop vous en dire plus sur qui aide à l'atteinte des objectifs. Voilà, moi je suis chef de projet Opera, ma mission, je suis à 300% sur Opera. Voilà, donc je suis pas le bon interlocuteur pour répondre à cette question-là. Désolé. Ok. On nous demande si on partagera les slides. Nous, Oui, oui, et oui, puis vous aussi, je pense, de toute façon, oui, ils seront disponibles, hein. Donc, oui, vous aurez accès aux slides, bien sûr. oui. Y a-t-il une exception prévue pour les centres pénitentiaires? Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a un groupe de travail sur cette thématique-là qui est animé avec Marc Leroux. Donc, oui, les cas particuliers sont étudiés. Maintenant, ça prend du temps forcément parce qu'il y a beaucoup de cas particuliers. Aujourd'hui, on n'a pas d'arrêté spécifique lié au domaine pénitentiaire, mais il y a une réflexion en cours. Euh, Avez-vous des nouvelles de l'avancement du guide d'accompagnement de l'ADEME? Alors, il y a deux guides. Nous, on a le guide de prise en main de la plateforme Opera. Comme je vous ai dit, en fait, c'est un peu schématique, mais ça permet de bien comprendre. L'ADEME égale Opera sur ce dispositif. En fait, donc, nous, tout ce qui relève d'Opera, c'est de notre responsabilité. Donc là, je peux m'exprimer. Le guide de prise en main de la plateforme Opera, on le mettra au plus tard à disposition lors de la livraison des fonctionnalités. Donc, au plus tard, vous le retrouverez sur Opera au 31 décembre 2021. Sur le guide d'accompagnement au dispositif, qui est un guide vraiment de pédagogie pour améliorer la compréhension du dispositif, un certain nombre de termes techniques et de méthodologies. Ça, c'est un guide du coup qui relève des textes et donc des services du ministère. Et là, je crois savoir, mais là encore à prendre avec des pincettes, que ça va être dans le dernier trimestre 2021 qui devrait être publié, mais je ne veux pas m'engager pour d'autres. Voilà, c'est vraiment la DHUP qui est en responsabilité sur ce guide-là. Donc, c'est vraiment vers eux qu'il faut poser cette question pour le guide d'accompagnement. Voilà. J'essaie de passer les questions qui sont un peu trop spécifiques là-dessus. Bon, il y a une question pareille sur les sites récents, est-ce qu'ils sont à déclarer? Donc, ça a changé maintenant. Avant, on parlait du permis de construire à novembre 2018, c'est fini. Donc, il y a une obligation de déclaration. Maintenant, il y aura peu de travaux à faire sur un bâtiment restant. Enfin, pas de travaux, il y aura des sujets de conduite et de sensibilisation. On pourra en reparler, ceux qui posent la question, s'ils le souhaitent. Mais il y a quand même une obligation de déclaration néanmoins. Quelle est la base des JU utilisée par Opérat? Alors, nous, on dispose des données Météo France, du coup. On dispose des données qui sont prévues dans l'arrêté. Il y a eu une évolution récente de la méthode d'ajustement climatique. C'est vrai qu'avant, on avait des DJU qui n'avaient pas la même base selon les catégories d'activité. Ça a évolué. Aujourd'hui, on a la même base, que ce soit en chaud ou en froid, pour toutes les catégories d'activité. Il y a des textes qui sont en consultation en ce moment sur ce point-là. Il y a un webinaire qui devait être effectué au début du mois de juillet qui n'a pas eu lieu, qui a été reporté à la rentrée sur les explications pour tous les acteurs sur les évolutions justement de cette méthode d'ajustement climatique. Donc ce webinaire aura lieu, il sera organisé par la DHUP à la rentrée. Vous aurez tout le détail de pourquoi ça a évolué et quelle est la nouvelle méthode d'ajustement climatique. Mais nous, on se base sur les données Météo France et qu'on a beaucoup de demandes, mais malheureusement, c'est les consignes qu'on a. On ne peut pas mettre à disposition les données des DJU Météo France que l'on a pour qu'Opéra puisse faire les calculs. Voilà, c'est des consignes qu'on a. Donc, on ne pourra pas les mettre à disposition au grand public, ces bases de données météo. C'est des choses payantes, hein, mais bon, enfin, les températures changent, les basses températures changent en fonction aussi des valeurs absolues, notamment. Et après, c'est la méthodologie Météo France, du coup, hein. Je pense que la question était aussi par rapport à la méthodologie caustique ou le mode de calcul. Enfin, ça va être la source Météo France. Oui, voilà. Alors là, vous aurez tout le détail de la méthodologie, les formules de calcul dans les arrêtés modificatifs, hein. Vous l'avez déjà. Bon, la méthode qui est aujourd'hui dans l'arrêté du 24 novembre 2020 a évolué, mais dans les grandes lignes, ça ressemblera, voilà. En tout cas, toute la méthode très précise sera détaillée dans les arrêtés. Voilà. Doit-on mettre le plan d'action sur la plateforme? Alors, le plan d'action, il faut bien comprendre ce que c'est. C'est dans le cas d'une non-atteinte des objectifs, l'autorité, avant de procéder à des sanctions, demande aux acteurs qui ne respectent pas leurs objectifs sur une entité fonctionnelle donnée de définir un plan d'action. Et donc là, ce sont l'ensemble des parties prenantes sur une entité fonctionnelle qui sont en charge
de constituer ce plan d'action pour se conformer aux objectifs. Donc là, on parle vraiment d'une échéance moyen terme qui est 2030, parce que c'est en cas de non-respect des objectifs que l'on doit déposer un plan d'action. Donc voilà pour ce qu'est le plan d'action. À différencier de la terminologie un peu identique du cadre de répartition des actions, qui lui est à renseigner à plus court terme et qui indique voilà, quelle est la méthode, quelles sont les actions que je planifie de mettre en œuvre et qui est en responsabilité pour atteindre mes objectifs à horizon de 2030. Voilà. Ouais, de matérialiser l'intelligence collective une fois qu'elle a été mise en œuvre. On a une question aussi, s'il y a des contraintes sanitaires liées à de la ventilation forcée, est-ce qu'il y a une modulation qui est prévue sur cette thématique liée au contexte? Alors, bon, là encore, c'est des questions qui concernent un peu le texte. Sur la prise en compte du contexte particulier lié à la crise sanitaire, ce que je peux vous dire, c'est que alors, pour celles et ceux qui ne disposent pas de données de référence entre les années 2010 et 2019, il y a des cas comme ça, soit on n'avait pas de données vraiment, pas du tout, soit quelqu'un est arrivé en 2021 ou en 2020 dans un local tertiaire. Du coup, ces personnes-là n'ont pas d'historique sur les années 2010-2019. Le texte prévoit que dans ce cas-là, c'est la première année pleine d'exploitation qui fait office d'année de référence. Et ce qu'on a comme information là, c'est qu'avec la crise sanitaire, les années 2020 et probablement 2021 ne peuvent pas faire constituer la première année pleine d'exploitation. Donc pour ces gens-là, il faudra qu'ils attendent un petit peu plus tard, malheureusement, en fonction de l'évolution du contexte, pour qu'ils aient une première année pleine d'exploitation et donc des objectifs assignés sur leur entité fonctionnelle. Ouais, logique. Pour vous préciser, comment et quand mutualisera-t-on les objectifs sur plusieurs entités d'un patrimoine dans la plateforme, sous-entendu? Alors oui, ça, on parle des fonctionnalités d'atteinte des objectifs là. Probablement, on va commencer à travailler ce sujet dans le courant de l'année 2022, voilà, probablement à partir du mois d'avril. Et donc, soit fin 2022, soit voilà, on mettra à jour là les fonctionnalités de mutualisation des objectifs quand on aura plus de visibilité. Là, je vous avoue que c'est un peu délicat de s'engager sur une date. Pour le moment, on est vraiment focalisé sur la triple déclaration à effectuer au 30 septembre 2022 et que tout fonctionne bien pour cette triple déclaration. Là, dans le cas d'un client qui avait mis un plan d'action sans attendre le décret tertiaire là, et qui pense atteindre l'ambition très tôt. Donc, c'est pour ça qu'il met sur une partie de son patrimoine et peut-être sur l'ensemble par Oui. mutualisation, d'où la question. Il faudra patienter un petit peu. Autre question. Bon, là, il y a une remarque. C'est vrai que on nous dit que la fac de l'ADEME, il serait bien qu'il y ait une date de mise à jour. On ne sait pas toujours s'il y a eu des ajustements. Oui, c'est une remarque qu'on a beaucoup eue. On prévoit dans les prochaines mises à jour, on va prévenir, on va mettre cette information-là. Ok. C'est prévu. Ok, donc là, la question des parties communes a été traitée du coup à travers la démonstration. Je continue. Alors, il y a une question, oui, pour les sociétés d'exploitation énergétique qui font du P1, donc qui prennent des engagements de performance énergétique. Est-ce que la déclaration est faite par celui qui est en charge du P1 ou par donc celui qui exploite et prend les engagements, ou est-ce que c'est fait du coup finalement toujours par le propriétaire Alors, ce qui est certain, c'est que ceux qui ont vraiment une obligation de déclaration sur une entité fonctionnelle, c'est les parties prenantes, donc c'est propriétaires, preneurs à bail, syndicats de copropriété. C'est vraiment les personnes qui sont voilà, obligées par le dispositif d'effectuer leur déclaration de patrimoine de consommation assujetti. Après, libre à eux de mandater un prestataire, que ce soit voilà, ce type de contractant, pour venir remplir pour leur compte des consommations sur Opera. Soit les consommations de ces prestataires pourront leur être transmises et ils pourront eux-mêmes effectuer la déclaration, soit ils peuvent directement les mandater, ils peuvent se créer un compte de prestataires mandatés et ils pourront effectuer du coup des déclarations sur une entité fonctionnelle pour laquelle ils ont été mandatés. Voilà. Ok. Est-ce que les valeurs absolues changeront entre 2030 et 2050? Philosophiquement, la valeur absolue, c'est l'objectif à atteindre un peu ultime. Donc, théoriquement, si vous l'avez atteint, c'est la question qui est sous-jacente, vous avez atteint l'ambition du décret tertiaire. Maintenant, est-ce que ces valeurs absolues vont évoluer? Moi, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si Emerson, vous l'avez. Alors là, voilà, là encore à confirmer, mais oui, hein, les valeurs absolues sont censées s'adapter en fonction, enfin, aux échéances suivantes, en fonction de l'évolution des meilleures techniques disponibles. J'imagine, ouais. Voilà, c'est la philosophie. Là encore, voilà, je suis pas le mieux placé pour m'exprimer sur le sujet qui concerne les textes et donc à faire valider par la DHUP, mais je crois comprendre que c'est la philosophie.
Une question qui revient à chaque fois pour les centres commerciaux, comment renseigne-t-on les communs par rapport à Oui, chaque… ça, on l'a vu hein, un peu dans le tableau, alors, mais peut-être un petit mot. alors c'est vrai que c'est un cas particulier, ce cas-là. Pour dans les centres commerciaux, et on mettra un élément d'information à cet écran-là sur Opera et on le fera apparaître. Probablement que ça fera partie du guide d'accompagnement et du guide de prise en main de la plateforme. Pour les centres commerciaux, tous les espaces communs doivent faire l'objet de la création d'une entité fonctionnelle, à la différence dans tous les autres établissements. Pour les centres commerciaux, les communs sont une entité fonctionnelle à part entière et donc vous pourrez renseigner les consommations de ces espaces du coup dans consommation individuelle de l'entité fonctionnelle parce que c'est bien les espaces qui font l'objet de la création de l'entité fonctionnelle. Ok. Voilà. Il y a énormément de questions, donc là j'en choisis, hein, désolé, hein, on essaie d'en répondre à d'autres, mais comment ça se passe lorsqu'on n'a pas de point de livraison individuel et que nos consommations sont dans les charges? Alors là, ce qui est important, c'est qu'il y ait une clé de répartition qui soit motivée, justifiée. Hein. Je ne sais pas, il peut y avoir des cas où les consommations sont attribuées en termes de tantième surfacique, enfin voilà, ou d'autres méthodes. Voilà, s'il n'y a pas de sous-comptage sur une entité fonctionnelle donnée, les méthodes la philosophie du texte, c'est d'encourager au sous-comptage dans les années à venir. Donc, c'est vraiment pour les années suivantes, l'idée, c'est d'encourager au sous-comptage, mais pour les premières déclarations à effectuer sur lesquelles vous n'avez pas de données précises, là, le texte prévoit, il me semble, que des répartitions peuvent être effectuées. Donc, mais voilà, en tout cas, s'il y a répartition, il faut être en mesure de Justifié, les justifier. Voilà. naturellement. Les déclarations annuelles sont-elles des déclarations calendaires ou peut-on se mettre sur une année budgétaire ou RSE de septembre à septembre? Pour les déclarations annuelles, comme pour la déclaration des données de référence, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez mettre du 1er janvier au 31 décembre, du 3 janvier au 2 janvier, du 6 octobre au 5 octobre. Vous pouvez faire ce que vous voulez pour la déclaration annuelle des consommations. Ah, Ce qui est j'ignorais. certain, et c'est la philosophie, c'est qu'au moment de la déclaration d'entité fonctionnelle, on définit ce qui s'appelle, et on explicitera la définition dans les guides, un cadre de reporting, ce qui est normalement la période générique sur laquelle, année après année, vous effectuez la déclaration. L'idée, c'est pas qu'une année, ça soit du 10 mars au 9 mars, l'autre année du 5 octobre au 4 octobre. L'idée, c'est qu'il y ait voilà, un cadre générique et que, exceptionnellement, s'il y a changement d'occupant, ce cadre puisse être adapté. Mais l'idée, c'est que la déclaration de consommation se fait sur la même période d'année en année. Et l'année de référence pour chaque CIS peut-elle être différente? Donc oui, bien sûr, hein, ce n'est pas la maille d'un patrimoine. Et pourra-t-on changer cette année de référence? Là, une autre question. Après la première déclaration. Alors, normalement, là, le calendrier prévoit qu'au 30 septembre 2022, les déclarations des données de référence soient effectuées. On va permettre sur Opera, naturellement, de pouvoir, c'est le droit à l'erreur qu'on a dans tous les déclarations réglementaires, hein, pouvoir faire des modifications sur les déclarations de référence si on s'est trompé. Mais dans ce cas-là, il faut savoir que nous, on gardera cette donnée en base de modification et ça pourra du coup orienter certains contrôles parce qu'on peut se dire, voilà, s'il y a trop de modifications après validation sur une année de référence ou sur une consommation annuelle, par exemple, ça peut être un petit peu, voilà, indiquer que peut-être on essaye de travailler, d'ajuster un peu les objectifs, et donc ça pourra guider certains contrôles. Donc, ça sera possible de modifier, mais il y aura un petit peu des contreparties. Vous pourrez être plus probablement contrôlé si vous modifiez après validation et après la date du 30 septembre 2022. Faut-il justifier, enfin avoir des documents pour justifier les surfaces de plancher? Là, c'est vraiment de l'ordre du réglementaire du Ouais, c'est contrôle. vrai. C'est pas demandé sur Opera. Moi, je suis dans mon monde sur Opera. Je sais Ouais. que il n'y a pas de justificatif demandé sur Opera. Donc, je vous invite vraiment à reposer cette question et à re-regarder les textes. Il me semble que il y a certains éléments dans l'arrêté, mais ou sinon à poser la question à la Ok. DHUP. Là, on va prendre on arrive à la fin de façon du temps qu'on s'était alloué. Il y a énormément de questions, évidemment. J'en lis une sur cinq, vraiment. Je suis navré, hein, il y en a beaucoup. Il y a une question, c'est si on a mis un contrat de performance énergétique, est-ce qu'on est toujours assujetti à une baisse des consommations? Bien sûr, le CPE n'est qu'un bon véhicule pour engager son exploitant vers cette performance. Hein, c'est les modalités d'exploitation. Potentiellement aussi pour faire financer les travaux et qu'il s'engage sur les gains associés. Mais en aucune manière, le fait de mettre un CPE
vous retire de l'obligation. C'est juste un véhicule pour l'atteindre. Et d'ailleurs, les CPE qui ont été mis en place durant les 10 dernières années n'allaient pas tous, et même pour la grande majorité, n'allaient pas jusqu'à cette ambition de 40%. Donc là, je vous invite à travailler avec vos exploitants pour voir dans quelle mesure on peut augmenter cette ambition. Vous avez déjà fait une première étape. D'ailleurs, choisissez bien votre année de référence, ou votre valeur absolue, mais antérieure à la mise en place de CPE. Et ensuite, faites-le évoluer pour aller jusqu'à l'ambition. Ça peut aussi vous permettre de financer des travaux. Je vais arrêter là parce qu'il y a beaucoup de questions. Et là, j'ai pris que les questions et réponses. Je sais que dans Converser, vous avez en plus posé d'autres questions, mais j'ai pris que les questions et réponses. Je vais les préciser au tout début. N'hésitez pas à nous écrire si toutefois vous avez des questions sur lesquelles vous voulez qu'on revienne. En tout cas, merci beaucoup pour ce temps, cette heure qu'on s'est donnée. C'était important, je pense, parce que c'est vrai que les clients nous interrogent beaucoup sur Opera et moi-même, j'ai appris des choses aujourd'hui. Donc, c'était essentiel et on ne manquera pas de vous tenir informé s'il y a des nouvelles évolutions et des avancées. On garde évidemment ce précieux contact avec personne. Merci à Personne, je tous. sais pas si un dernier mot, mais Oui, un dernier voilà. mot, peut-être. Voilà, il y a beaucoup de questions qui n'ont pas pu être prises sur les. Vous avez, voilà, si jamais vous n'arrivez pas à trouver la réponse chez Citron ou chez d'autres personnes, vous avez sur le site Opéra un onglet Contact. Vous avez 2 adresses mail en cas de questions. Si vos questions elles concernent les textes, leur interprétation, elles sont fléchées du coup vers la DHUP. Hein. Vous avez une adresse mail. Une adresse mail. Si vous avez des questions sur la plateforme Opéra, ses fonctionnalités, là vous avez une autre adresse mail, naturellement parce qu'elle flèche chez nous, et vous l'avez à l'écran ici, c'est opéra@tadem.fr. Mais voilà, on répond aux questions qui concernent la plateforme Opéra uniquement. Voilà. Super. Et ben voilà. Et puis, n'hésitez pas, hein, clients, futurs clients, à venir nous voir. Et en attendant, il n'y aura plus de webinaire d'ici la rentrée. Donc, on vous souhaite à tous un bel été et on se remet sur cette belle thématique dès la rentrée. À bientôt. Merci à tous, bonne journée.